Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est pile 13h. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 8, le journal de 13h. Dis donc César, j'espère que c'est pas toi qui m'as souillé mes slips, hein. Il est 13h, bonjour à tous et bon appétit si vous êtes à table, c'est que vous avez la chance d'avoir encore à manger. Désormais, c'est dans moins de 12 heures que l'astéroïde Guntar doit venir percuter la Terre, anéantissant ainsi toute forme de vie à la surface de la planète. Une mort quasi certaine donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la chance d'avoir une place dans un bunker ce soir. Alors pour savoir comment vous vivez cette fin du monde, qui n'a jamais été aussi proche, nous sommes allés vous interviewer dans la rue et vous allez voir que cette perspective n'enchante pas tout le monde, loin de là. Comment vous vous sentez à l'approche de cette fin du monde ? Non merci, je préfère ne pas me prononcer. Non, vous ne m'enregistrez pas s'il vous plaît. Ne me regardez pas non plus, fermez les yeux. Le but de tout ce bordel, c'est qu'on aille tous se terrer comme des rats. Ouais, et pendant ce temps-là, ils vont tous nous remplacer par des robots qui vont habiter nos maisons, prendre nos emplois. Et nous, quand on ressortira des abris, vous verrez qu'on deviendra leurs animaux de compagnie. Révolution! Oh mais moi je pense que ça va aller, je suis confiante. Il faut rester positif dans la vie et garder le sourire, c'est très important. Regardez, il fait beau aujourd'hui, le soleil brille, les oiseaux chantent. Moi je me sens mal tellement c'est injuste, hein. Surtout les enfants tout maigres là avec leurs grands yeux blancs couverts de mouches, ça me retourne. La fin dans le monde c'est dégueulasse. Non mais je vous parle de la fin du monde moi. Ah la fin du monde, pardon. Oui, faut bien admettre qu'on l'a un peu cherché quand même, alors que les gosses ils y sont pour rien et ça c'est dégueulasse. Pourquoi que les Suisses ils ont tous des abris et que nous on n'en a pas, hein? Pourquoi je vous le demande? Parce qu'ils sont suisses peut-être? Ben non, évidemment, les abris en Suisse, c'est juste pour protéger les sous des riches, hein? C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent crever la bouche ouverte et d'autres qui peuvent crever la bouche pleine. Même la fin du monde, elle est inégale. Allez tous vous faire foutre! Oh bah si, je dis pas, la fin du monde ça fout un peu les jetons, mais bon, regarde, moi ça fait 30 piges que je suis sans abri dans la rue, hein? Bon bah tu sais, ce soir j'aurai pas plus d'abri, alors fin du monde ou pas, pour moi ça va pas changer grand-chose, hein. À présent, restons dans la rue, si vous le voulez bien, avec le sujet suivant, puisque nous avons voulu connaître les origines du chaos qui règne dans nos villes depuis des mois. D'ailleurs, nous sommes nombreux ces derniers temps à avoir été témoins d'une bagarre, d'une émeute ou pire encore d'un assassinat suite à un règlement de compte. La cause, une véritable guerre qui fait rage entre ceux qui tiennent le marché noir des produits de première nécessité et notamment avec le produit qui fait le plus de victimes à l'heure actuelle, à savoir le papier toilette. Un marché noir ultra lucratif tenu par une organisation criminelle, la Mafion, et ses milliers de revendeurs, les PQeurs. Un reportage signé Emmanuel Le Traître. Étrange atmosphère depuis quelque temps dans les rues de la capitale et de toutes les grandes villes de France. Des rues envahies de petits revendeurs à la sauvette qui proposent aux passants, parfois de manière très agressive, des produits de première nécessité. Ici, un pansement coûte 1 euro, là, un tampon 5 euros et le papier toilette entre 15 et 30 euros le rouleau quand il n'est pas revendu à la feuille pour 20 centimes d'euros pièce. Je rencontre le préfet de police de Paris, Didier Leboche, pour lui demander si la police est réellement en capacité d'endiguer ce phénomène et de mettre un terme au trafic des PQeurs. Écoutez, la police mène une véritable guerre contre la Mafion en prenant le contrôle et en protégeant les principales sources d'approvisionnement. C'est le cas notamment avec les livraisons de papier toilette qui s'effectuent désormais dans des véhicules blindés, eux-mêmes escortés par des militaires. J'aborde à présent la méthode appliquée par la police pour dissuader les PQeurs de venir s'approvisionner. Là, le préfet se montre beaucoup plus prolixe. La priorité de la police, c'est les trafiquants, hein. Pour cela, nous effectuons des contrôles aux fessiers quasi systématiques à la sortie des magasins. Et croyez bien que malgré ma politique de tolérance zéro, les forces de l'ordre savent faire preuve de discernement pour que d'honnêtes consommateurs ne soient pas accusés à tort.
Une mère de famille nombreuse qui vient d'acheter 24 rouleaux de papier toilette en promotion, ce n'est évidemment pas la même chose qu'un célibataire qui achète 24 rouleaux. Lui devra détenir un certificat médical prouvant que c'est bien pour sa consommation personnelle, et c'est seulement s'il ne peut rien prouver qu'un contrôle aux fessiers approfondi sera effectué par un fonctionnaire de police habilité. Concernant les nombreuses plaintes qui dénoncent des contrôles aux fessiers injustifiés ou des violences policières après l'achat en magasin de 6 rouleaux de papier toilette, le préfet Le Boch s'emporte. D'abord, il n'y a pas de contrôle aux fessiers exécuté par les policiers et il n'y en aura jamais puisque ce sont des chiens renifleurs qui effectuent ces contrôles. Il a pu y avoir par le passé des chiens renifleurs un peu trop zélés qui ont pu, je le concède, un tant soit peu embarrasser des citoyens et c'est regrettable. Concernant les violences, je n'ai qu'un mot à dire. Quand on aperçoit la police, on ne se met pas à courir quand on a un paquet de 6 rouleaux de papier toilette dans les bras. C'est stupide et irresponsable. Un reportage de Vincent Letraître qui en dit long sur l'état de notre société en cette veille d'apocalypse. Scandale à présent avec les abris Phoenix, le premier constructeur français de bunkers individuels qui a déposé son bilan il y a plusieurs mois, abandonnant ainsi tous les chantiers en cours de ses clients, des clients mécontents qui se retrouvent avec des abris qui ne sont pas terminés. Nous sommes allés rencontrer les victimes de cette faillite. On écoute le reportage de notre envoyé spécial, Gilles Gassin. Le groupe français Abri Phoenix, premier constructeur français d'abris anti-atomiques, a été placé en liquidation judiciaire il y a bientôt 2 mois, laissant ainsi des milliers de clients avec des bunkers à peine sortis de terre. Nous avons voulu rencontrer ces malheureux propriétaires pour voir comment ils se débrouillaient depuis la faillite du constructeur. Voilà donc l'abri dans lequel je vais m'abriter demain avec ma femme et mes 3 enfants. Enfin, autant vous dire que je ne suis pas ravi de la construction parce que c'est pas du tout ce que j'ai commandé à Abri Phoenix. En fait, ils vous ont juste laissé avec un grand trou, Jean-Jacques, c'est ça ? Ah mais pour le trou, ils ont fait un super boulot, ça je peux rien dire. Il fait 12 mètres de profondeur sur 15 mètres de large. Mais vous voyez, c'est évident qu'il y a des malfaçons partout. Regardez, ce trou, ça vaut pas 90 000 euros. J'ai quand même l'impression de m'être fait un peu avoir, non ? Oui, Jean-Jacques. Alors, pour moi, les malfaçons, c'est pas si évident à voir comme ça. Mais bon, en même temps, je suis pas du métier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de bunker au fond de ce trou. Bah voilà, c'est ça. Mais sans échelle pour descendre au fond, ça ne sert à rien. Oui, une échelle pour descendre, c'est bien, Jean-Jacques. Mais c'est surtout que vous n'avez pas d'abri en bas, de toute façon. Ah non, mais ça, je l'ai bien vu qu'il n'y a pas d'abri au fond du trou. Mais bon, à quoi bon avoir un abri au fond si j'ai pas d'échelle pour y descendre ? C'est pas l'abri le problème, c'est l'échelle. Ils auraient dû commencer par l'échelle. Des clients déboussolés comme Jean-Jacques, il y en a des milliers. C'est le cas notamment de Laurent, un éternel optimiste qui se retrouve aussi dans l'embarras suite à l'abandon de son chantier par Abri Phoenix. Quand je retrouve Laurent, il est assis, seul, sur le toit de sa maison, et il tire régulièrement des fusées de détresse dans le ciel. Bon, moi j'ai pas à me plaindre par rapport à d'autres, j'ai des murs au moins. Oui, je vois ça, mais il n'est pas enterré, votre abri. Ah bah non, c'est ça le problème. Chez Phoenix, ils assemblent tout en usine et ils vous livrent le bunker déjà construit. Mais normalement, ils creusent le trou avant pour pouvoir enfouir le bunker quand il arrive. Mais bon, là, il y a du retard, ça arrive, surtout en ce moment, je sais bien qu'ils sont débordés, les gars. Donc là, je les attends, mais sans paniquer, quoi. Et puis bon, c'est pas comme si on n'avait pas d'abri non plus, Mais Laurent, vous êtes au courant qu'Abri Phoenix a fait faillite, ils ne viendront plus, Ah non, mais si, parce que moi j'ai déjà signé un contrat avec eux. La preuve, j'ai déjà l'abri. Oui, mais il n'est pas enterré, il n'a pas de porte, pas de sens de sécurité, pas de système de ventilation, il n'y a rien. Ah, bah c'est sûr que là, tout de suite, il n'y a pas tout, Oui, mais Laurent, vous vous rendez compte qu'en l'état, cet abri ne vous sert absolument à rien? Oh bah quand même, vous pouvez visiter si vous voulez, vous verrez que j'ai pu y ranger pas mal de bazar qui traînait dans la maison. Non, c'est quand ils vont venir l'enterrer que ça deviendra un vrai bunker. Mais moi, contrairement à d'autres, moi je suis pas inquiet, en plus j'ai payé cash moi. Non, ça va aller, moi je suis confiant. Laurent, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes assis là-haut sur le toit de votre maison? Ah ça, c'est pour les voir arriver de loin. Ah oui, d'accord. Et les fusées de détresse, c'est pour quoi faire? Ah bah ça c'est pour que les gars d'Abri Phoenix, ils trouvent facilement la maison. Non mais je vous dis, ça va le faire. Cependant, si toutefois nous survivions à la catastrophe, il faudra se rappeler de ces gens qui auront été les victimes innocentes de ces vendeurs de rêves, car il y a fort à parier que les dirigeants d'Abri Phoenix auront du sang sur les mains dès ce soir, à moins que ce ne soit déjà fait. Gilles Gassin pour Transinfo. Un reportage pour le moins bouleversant de Gilles Gassin. Allez, l'actualité internationale à présent avec cette question. Vladimir Poutine est-il devenu fou? Une question que l'on est en droit de se poser, en tout cas suite aux déclarations de Raphaël Maccaron, le président de la République ayant affirmé ce matin pendant sa conférence de presse de 11h que le président russe avait décidé de détruire les États-Unis quelques heures avant la fin du monde. Coup de com' ou coup de folie? Eh bien les deux, mon capitaine, si l'on en croit cet enregistrement vidéo amateur diffusé sur le site de nos collègues de Mediatart. Dans cet extrait vidéo, on y voit Vladimir Poutine quasi nu
nu, il est allongé face à son chef d'état-major, Sergueï Pouravikine. L'homme semble pour le moins embarrassé par les questions que lui pose un Vladimir Poutine visiblement éméché. Je vous propose d'écouter cet entretien surréaliste empli d'un certain mépris, des propos traduits en direct par nos interprètes Guillaume Allienne et Francis Münster. Tu les aimes, mes genoux aussi? Oh oui, j'aime beaucoup vos genoux, monsieur le président. Et moi, Bedra. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Ah oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oh oui, très. Dis-moi en plus sur mes fesses, elles te font penser à quoi? Eh bien, je dirais qu'elle me rappelle les collines de Mongolie au printemps. C'est bien, ça me plaît. Mais dis-moi, tu voudrais lancer une bombe atomique avec moi aujourd'hui? Oh oui, pourquoi pas, monsieur le président? Sur qui? L'Amérique, bien sûr, qui d'autre? L'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud? Mais l'Amérique du Nord, voyons. Le Canada? Non, les États-Unis, abruti. Ah oui, bien sûr. Mais pardonnez-moi, monsieur le président, est-ce que les États-Unis viennent de nous attaquer avec une bombe atomique? Non, bien sûr que non, imbécile, regarde autour de toi. Oh oui, c'est bien ce qu'il me semblait, mais du coup, pourquoi on les attaquerait en premier? À tous les coups, ça va nous retomber dessus, cette affaire, vous savez. Bon, tu sais quoi, tu m'énerves, j'ai plus envie de le faire avec toi. Tu es viré, je te déporte immédiatement en Sibérie et tu seras fusillé dans la journée. Allez, dégage de ma vue, tu m'as donné la migraine. Bouh! Mais monsieur le président, vous ne pouvez pas faire ça. Si tu m'agaces, je fais ce que je veux. Oui, ça, oui, bien sûr, monsieur le président, mais sans moi, vous ne pouvez pas lancer la bombe. Ah oui, en effet, c'est un problème. Et si je fais déporter ta famille? Oui, on peut faire comme ça. Ça me paraît raisonnable, monsieur le président. Très bien, alors faisons ça à midi et après on ira déjeuner tous les deux. Tu sais, des fois je m'emporte, mais je suis pas méchant. Hein. Ma mère était comme ça aussi. Tiens, en parlant de mère, je compte sur toi pour t'occuper de l'exécution de ta famille. Hein. Disons dans 1 heure après le petit déjeuner. C'est parfait, je m'en occupe tout de suite, monsieur le président. Voilà pour ce document que nous voulions vous faire découvrir. À voir maintenant si Vladimir Poutine mettra sa menace à exécution ou pas. Nous reviendrons évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Allez, c'est l'heure de mettre les pieds dans la boue avec Impact Région, votre grand format régional qui part à la rencontre de ceux qui se battent pour sauver ce qu'il y a encore à sauver localement. Aujourd'hui, direction la campagne pour y découvrir l'Arche de Bernard, un reportage signé Gonzague Masquito. Aujourd'hui, je vous emmène en Picardie pour rencontrer Bernard. Ici, en voyant les vaches ruminer paisiblement dans leur pré, impossible d'imaginer que la fin du monde est pour demain. Un peu perdu, je l'avoue, je me laisse guider par le rugissement d'un fauve, lui par le gigantesque chantier qui se dessine à l'horizon. Me voilà enfin arrivé devant la maison de Bébé, comme l'appellent les gens du coin. Bébé comme Bernard Bardot. Bernard a l'air soucieux, conscient de devoir terminer avant ce soir l'œuvre de sa vie. Pour casser la glace, je décide d'engager la conversation. Waouh, Bernard, c'est très impressionnant.
C'est incroyable, mais c'est une cathédrale que vous fabriquez, Bernard. Ah non, Andouille, c'est une arche, hein. Un bateau, quoi. Ça se voit que c'est pas une cathédrale. Puis si je veux mettre du monde dedans, faut que ce soit grand. Hein. Ça fait 180 mètres de long, 130 de large. Puis 15 mètres de haut. Une cathédrale, t'es complètement con, quoi. Ça se voit que c'est un bateau, merde. C'est donc cela, l'Arche de Bernard. Une embarcation géante faite de bois, de métal, de briques et de brocs qui doit devenir un refuge pour y abriter nos amis les animaux. Je regarde Bernard et je me demande comment ce tout petit homme trapu d'à peine 1,50 m, avec des mains de géant et son regard qui louche tendrement, a-t-il pu avoir une idée aussi grandiose? Comment j'ai eu l'idée? Une nuit, j'étais en train de pisser dans le jardin, puis là, d'un coup, dans le jet du pipi, je vois comme une forme blanche qui apparaît, tu vois. Mais crois-moi ou pas, c'était Brigitte Bardot, mais jeune. Alors au début, je suis un peu gêné, parce que je suis avec mon pantalon baissé et Brigitte Bardot qui me regarde pisser en rigolant. Puis là, d'un coup, elle m'engueule. Elle crie « Bernard, construis une arche tout de suite pour sauver les bêtes, on va en avoir besoin !» Puis pof, elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Puis bon, en m'égouttant, je me dis « C'est quoi encore que cette affaire ?» Puis bon, j'avais déjà fait des petits meubles, mais bon, jamais une arche comme Zoé. Alors, le lendemain matin, j'ai retiré mes économies à la banque, puis j'ai filé à Brico-Dépôt pour commencer à acheter les matériaux, puis voilà, c'était parti. Hein. Et voilà, c'est seul dans un Brico-Dépôt que Bernard Bardot commença sa folle aventure. Aujourd'hui, il a été rejoint par des dizaines d'hommes et de femmes qui travaillent sur le chantier. Bernard veut aider les animaux, mais a-t-il conscience d'aider les hommes aussi? Déjà les bêtes je connais, parce que j'ai travaillé 30 ans dans un abattoir. Pour les hommes, j'aide tous ceux qui veulent aider. Hein. Alors j'aide tout, hein. J'ai des menuisiers, j'ai des charpentiers, des soudeurs, des chômeurs. Tu prends les trois là par exemple, eux à la base c'est des bons à rien. Quand ils sont arrivés, ils venaient de s'évader de prison, j'ai dit bon les gars, moi je veux rien savoir de vous, je n'ai rien à foutre, mais si vous voulez rester, il va falloir travailler dur et m'obéir. Puis là ils ont dit ok Bernard. Puis regarde, maintenant, le matin, je leur dis quoi faire, ils prennent la camionnette, puis le soir, ils ramènent des objets de toutes sortes, bien des femmes, des fois c'est des enfants qui ramassent à droite à gauche. Tout le monde, il aide comme il peut, puis en échange, ils ont une couchette sur le bateau. On est une communauté où tout le monde doit aider s'il veut sauver sa vie. Un chantier aussi gigantesque doit comporter son lot de problèmes. Quand on lui en parle, Bernard élude les questions. Comme si par pudeur, ce petit colosse à la tête de chou tentait de dissimuler ses sentiments sous son épaisse carapace d'étoile. Sur la construction, je peux pas dire qu'il y a eu des problèmes. Bon, il y a eu des chutes, des mains coupées, des bagarres, mais rien de grave. Non, c'est avec la psychologie des bêtes qu'on a eu du souci. Puis au début, on se trompe parce qu'on sait pas tout quand on démarre. Puis bon, c'est pareil, hein. Brigitte, par exemple, elle voulait que je prenne les animaux sauvages. Bon, pourquoi pas. Puis un jour, là, il y a un cirque qui tombe en panne pas loin du village. Et voilà qu'ils abandonnent tous les animaux. Tu penses une occasion comme ça, Bernard, il saute dessus. Alors là, j'ai des gars qui me ramènent tout. Et puis, en les rangeant, on met un lion à côté d'une vache. La figure-toi qu'ils se sont pas entendus. Ils se sont battus. Et puis, le lion, il a tué la vache. Alors là, je dis, merde, c'est violent, ces bétails-là, quand même. On réessaye avec un tigre et puis un petit poney. Rebelote. Le poney coupé en deux. Alors là, je dis stop, terminé, Brigitte a peu gueulé, plus d'animaux sauvages. Donc je prends plus que des animaux qui s'entendent, des vaches, des cochons, des moutons, des poules, mais plus de sauvages. Mais bon, ça c'est de ma faute, hein. J'aurais dû mieux réfléchir, mais comme on dit, on apprend de ses erreurs. Chez Bernard, on retrouve le bon sens paysan, celui qui nous manque souvent à nous, citadins des grandes villes. Et il a réponse à tout, Bernard, il ne se démonte jamais, même quand je lui fais subtilement remarquer que la mer la plus proche se trouve à plus de 100 km de distance. Oh, ça c'est rien, penses-tu? Dans le journal, ils disent qu'avec le tsunami géant, la mer, elle va venir jusque chez moi. Donc nous, on finit de charger les animaux, puis on n'a plus qu'à attendre pour mettre à l'eau, et puis c'est pratique parce que j'économise les frais de transport jusque la mer. Bien vu, bébé. Mais a-t-il pensé à l'immense vague de feu qui doit faire le tour de la Terre? Dis donc, t'es con, tu le fais exprès. Hein, une vague de feu sur la mer, ça te parle pas? Tu sais pas que la mer c'est de l'eau? Et puis tu sais pas non plus qu'un bateau ça va sur les vagues? Hein, vous apprenez rien dans vos grandes écoles en fait. Qu'est-ce que vous êtes cons aujourd'hui les jeunes alors? Enfin, toi t'es con en tout cas. Il a pensé à tout le bougre. Lorsque je lui demande d'où viennent les coups de feu que l'on entend retentir régulièrement, Bernard se veut rassurant et m'entraîne de l'autre côté de l'arche. Me voilà arrivé devant un alignement de cages. Certaines sont vides, tandis que d'autres retiennent un tigre, 2 lions, un éléphant, 6 lamas ou 8 otaries. Celles-ci sont encerclées par des petits groupes de 6 à 8 hommes, armés d'un fusil à la main. N'aie pas peur, viens, approche, tu vas comprendre. Allez, viens, je te dis, sois pas con. Les gars, on joue. Voilà, c'est bien les gars. Tu vois, ça c'est mes animaux sauvages que je peux pas emmener avec moi les pauvres. Alors j'ai dit plutôt que de les laisser mourir bêtement, on va en faire profiter les autres. Hein.
Puis à la télé, c'est à la télé, je vois ça. En Afrique, il y a des gens riches qui vont pour chasser des lions dans un espèce d'enclos, tu vois. On voyait une belle photo d'eux où ils étaient tout fiers de poser à côté de la bête morte. Alors je dis tiens, je m'en vais faire pareil, puis je vais inviter les chasseurs du coin à venir faire un petit safari pas loin de chez eux. Alors ils payent 300 € pour tirer, puis ils repartent avec un bout de l'animal. Alors il y en a, ils se font un joli trophée pour décorer leur abri, d'autres ils se prennent en photo, d'autres ils boivent un coup avec les copains. Ça leur fait des souvenirs, quoi. Puis pour leurs enfants, ils peuvent acheter des petites arches en bois. Puis nous, ça nous ramène des sous pour la construction. Et là, aujourd'hui, on a du monde parce que comme on liquide le stock, c'est moitié prix. Surpris par cette démarche quelque peu mercantile, je lui demande si en tant qu'amoureux des animaux, il n'éprouve pas de regret en proposant ce type de chasse. Vas-y mon gars, faut vivre avec son temps, hein. C'est la fin du monde demain, pas une visite aux zoos. Hein. Alors les animaux sauvages, ils sont sauvages, c'est incontrôlable ces bêtes-là. Puis ça mange comme 4, si je les laissais faire, ils mangeraient mon stock de viande en 2 jours. Alors moi je veux bien être gentil et sauver les animaux, mais uniquement ceux qui me rapportent. Hein. Parce que quand il n'y aura plus rien à manger, c'est qui que les gens viendront trouver? C'est Bibi. Qui c'est qu'on aura de la viande, du lait, des œufs, puis un bateau pour livrer un peu partout? C'est encore Bibi. Puis là, ça va marcher, ma petite affaire, parce que les commandes, ça va y aller. Et moi, je leur dis aux gars, dans la vie, pour y arriver, faut commencer par bien réfléchir. Toujours et encore le bon sens paysan. Quand je quitte Bernard, je laisse derrière moi un homme simple, simplement génial. Et quelque chose me dit que ce petit homme laid fera sans doute plus que la majorité d'entre nous pour tenter de sauver l'humanité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ces quelques heures passées en compagnie de Bernard m'ont redonné beaucoup d'espoir. C'était Gonzague Masquito pour Impact Région sur Transinfo. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je tiens à remercier une dernière fois toutes celles et ceux qui ont fait l'actualité. Merci donc aux stars de cinéma, aux réalisateurs, aux stars de la chanson, aux écrivains. Et merci aussi aux personnalités politiques, aux syndicalistes, aux anarchistes, aux zadistes, aux écologistes, aux économistes, aux médecins, aux philosophes, aux policiers, aux militaires, sans oublier bien entendu les escrocs, les voleurs, les assassins, les violeurs, les tueurs en série, les tueurs de masse, les fascistes, les nazis, les djihadistes, les terroristes, les dictateurs, et j'en oublie sûrement toutes ces personnes sans qui les journaux n'auraient jamais pu exister. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés durant tant d'années, et je vous souhaite de ma part et au nom de toute la rédaction, bonne chance à toutes et à tous. Voilà, c'était Laurent Delessac. Ce journal est à présent terminé. Adieu. Salut, c'est Scrib, cet épisode de LDPA LFDM est terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner, parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà, c'est tout, c'est simple, non? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde.